bienvenue à cette autre édition de Aime l'été. Ici Chantal Lavoie, mercredi 10 juillet. Où que vous soyez, c'est toujours agréable de vous savoir à l'écoute. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous faire vos commentaires. Pour ce faire, vous allez sur le site canalm.vuesetvoix.com. Alors, cela dit, je vous invite à nous suivre au cours de cette prochaine heure, une émission pour le moins variée. On va passer des moustiques aux arts martiaux. On découvre une auberge qui nous invite à faire une pause dans nos excès et on s'intéresse à un festival d'opéra tout près de Montréal. J'ai bien hâte de vous présenter nos invités. Suivez-nous à Même l'été. Aujourd'hui à l'émission, des conseils pour mieux se protéger des moustiques durant la belle saison. Et qui de mieux qu'un pharmacien pour nous dire ce qu'il faut faire? Alors, nous allons justement en parler avec Christophe Auger. Je vous propose de découvrir aussi un gym ouvert aux personnes neuroatypiques qui s'intéressent aux arts martiaux. Et puis, une façon d'apprendre, c'est une façon d'apprendre à mieux se concentrer. On en discute avec Christian Baronnet de Ascension Fitness. Et de l'opéra en été, ce sera notre tout premier sujet. Il sera question du 15e anniversaire du Festival d'opéra de Saint-Eustache. Nous accueillerons dans un instant des invités de grand talent, la soprano Sharon Azrieli et le pianiste Siri Salov. Voici Aime l'été. Alors voilà, écoutez, on ouvre tout de suite l'émission. Bonjour Nathalie. Écoute, je suis tellement... Bonjour, ça va bien? Moi, je suis tellement heureuse aujourd'hui. Il pleut. Oui, comment ça? Journée pluvieuse. J'aime ça. J'aime ça, une journée grise. Ça fait du bien. Puis ça fait du bien nos terrains, nos jardins, tout ça. Alors, c'est une belle journée, je trouve. Mais en fait, l'important, c'est qu'il fasse beau dimanche parce que ce sera un grand concert en plein air au Festival d'opéra de Saint-Eustache. On accueille nos deux invités, Sharon Azrieli et Siri Salov. Bonjour. 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 Vous allez bien tous les deux? Oui, en forme? Merci. Et je vous annonce, si vous ne le savez pas déjà, qu'il fera beau apparemment dimanche. Oui. Ah, je suis Oui, parce que ça se passe à l'extérieur, évidemment, à Saint-Eustache. Magnifique endroit aussi pour accueillir la foule. On peut recevoir quand même jusqu'à 4000 personnes. C'est en fait, on le dira au bon moment, là, mais où ça va avoir lieu. Mais alors, je vous accueille tous les deux. Vous serez de ce festival en fin de semaine. Mm-hmm. En fait, il y a 2 journées importantes, le 12 et le 14. Oui. Alors, c'est ça. Et dans les 2 cas, est-ce que vous allez être présent dans à la fois le 12 et le 14? Moi, je serai le 12. Je suis très contente d'être là, oui. Ouais. Merci pour nous accueillir. Alors, c'est sûr que, écoutez, vous êtes deux personnes de grand talent. Vous avez 2 parcours formidables. Alors, c'est sûr qu'on ne pourra pas passer à travers tout votre parcours, bien sûr, mais on va prendre le temps. On a quand même assez de temps pour faire le tour de la chose. Mais dans le cas de Siri Salov, vous êtes, on le dit, un pianiste d'exception. Vous vous êtes produit sur toutes les scènes, des grandes scènes avec de grands orchestres. Vous avez aussi, votre particularité aussi, c'est d'être un grand improvisateur. Ça, c'est intéressant. Oui, depuis ma jeune enfance, je savoure cet art de m'exprimer au piano. Et c'est quelque chose qui me décontracte, qui m'ouvre des perspectives parfois insolites sur les œuvres bien parcourues et rodées. Oui, parce que c'est pas tout le monde qui est habilité à faire ce genre de choses. Disons que c'est pas une chose hyper unique. C'est la question de tradition. La tradition a presque expiré. La tradition d'improvisation du piano académique, non pas piano jazz, évidemment. Cette tradition est sur le point d'expirer parce qu'on vit dans un monde trop perfectionniste qui est urgent à produire des choses vraiment, vraiment irréprochables. Et ceci, heureusement, ne s'applique pas au jazz et 2 de nos chansons avec Sharon vont être influencées par ce moyen stylistique. On va en parler tout à l'heure. Ouais. Donc, à la fois un peu d'improvisation dans votre cas aussi, Sharon. Oui, j'adore le jazz. Oui. Et maintenant, je commence de plus en plus à chanter le jazz.
Oui, vous êtes une soprano, mais vous avez une particularité aussi. Vous pouvez chanter mezzo également. Ça, c'est un petit peu plus grave. Avec l'âge, c'est ce qui arrive. Hein. La voix baisse un peu? Oui, c'est les hormones. Hein. Et puis avec l'âge, la voix s'abaisse. Hein. Alors, vous avez une magnifique voix et puis, bien sûr, vous êtes reconnu. Vous avez aussi, vous avez chanté sur de grandes scènes et avec de grands orchestres. Mais aussi, vous parliez de jazz. Vous avez sorti, il n'y a pas longtemps, un album en hommage à Michel Legrand, ce grand compositeur. Oui, il est formidable. Puis j'ai sorti d'abord un album de Broadway, puis qui a donné hommage à Michel Legrand, et puis un album qui j'ai traduit en 9 chansons en français, qui est le compositeur Frank Wildhorn. Et ces chansons-là que je vais faire avec Sari, ce sont des chansons de Frank Wildhorn. Ce sont de mon prochain album, le deuxième, qui est écrit par Frank Wildhorn, qui est un grand compositeur de Broadway et qui n'a été jamais traduit en français. Donc, ces chansons sont traduites par moi en français. Donc, l'album, c'est Secret Places. Ça, c'était Michel Grand. Ça pour le oui, mais en référence à cette concert, on va faire de Frank Wildhorn, encore une fois. Oui. C'est habituel pour vous de collaborer comme ça? Oui, c'est la deuxième fois. On s'est connus, ça fait 5 ans à peu près, sous les auspices de l'Orchestre symphonique de Montréal et Kent Nagano, qui nous a invités dans un programme des compositeurs juifs, judaïques et juifs, Mahler, Bernstein, Sharon chantait Mahler. Et moi-même, j'interprétais une œuvre très importante de Leonard Bernstein. Mm-hmm. Et dans ce contexte, on s'est connus. Par la suite, on a collaboré avec les romances de Tchaïkovski. Et d'ailleurs, on va en présenter une suite à ces 2 morceaux jazz. La romance de Tchaïkovski qui a un nom très exotique, Sred Shumnova Bal. Ça veut dire dans le fracas d'un bal. Après le bal, oui. Je regarde vos regards mutuels et vous avez l'air vraiment vous apprécier beaucoup l'un et l'autre. Une grande complicité. Quel honneur d'être accompagné par c'est réciproque. Par un pianiste de cette calibre, c'est incroyable. C'est ça un peu finalement la musique, hein? C'est cette complicité qu'on a souvent avec nos partenaires, les autres musiciens. Alors d'ailleurs, Siri Sala, vous allez interpréter aussi, vous allez être en duo avec d'autres pianistes. On pense Jean-Philippe Sylvestre, le compositeur de même âge, même génération, donc qui est né ici à Montréal. C'est ça, bien sûr. Puis là, on parle du compositeur. Ah oui, c'est ça, dans le cas du compositeur né à Montréal, vous parlez de quel compositeur en particulier? Mon collègue Jean-Philippe Sylvestre. Ah oui, d'accord. On interprète une œuvre d'un compositeur né au Brésil, mais domicilié à Versailles, donc qui est le plus grand musicien résident actuellement à Versailles, en France. Et son œuvre, c'est la suite brésilienne, composée de 3 morceaux extrêmement fugaces, extrêmement... qui font songer au Carnaval de Rio. Oui, donc, avec beaucoup de joie de vivre. Ça va être une soirée vraiment versatile et polyvalente. Moi, je suis née à Montréal. Oui, mais c'est-à-dire que vous êtes né. C'est-à-dire qu'on va parler de votre parcours aussi, parce qu'on a encore le temps, on a bien sûr le temps d'en parler. Alors, dans votre cas, Sharon, d'abord, c'est votre père qui est arrivé ici, autour de la Seconde Guerre mondiale, mais vous avez grandi à Montréal, bien sûr. Et puis, d'ailleurs, la musique était très présente dans votre famille déjà. Votre mère chantait bien, vous écoutiez l'opéra à la radio. Oui, chaque samedi. C'est ça. Ouais. Alors, vraiment, donc, cette chose-là, cette transmission, j'imagine que c'est important aussi, finalement, parce que pour des gens comme vous, c'est la rencontre avec le public, de faire passer ce grand message au niveau de la musique et ses émotions. Absolument. Parce qu'on n'a pas besoin de connaître ça, vraiment de connaître l'opéra à fond. On n'a pas besoin de savoir, d'avoir des connaissances là-dessus. Juste laisser aller et de se laisser bercer par les émotions de la musique. La musique, c'est un grand mystère pour ce qui est la nécessité de l'érudition. Est-ce que c'est vraiment nécessaire pour apprécier et ressentir la musique? La question reste grande ouverte pour moi. Et je commence même à douter à quel point on doit être exercé, érudit
pour vraiment ressentir le noyau d'expression. Mais vous savez que l'opéra, par exemple, en Italie, c'était n'importe qui. Tout le monde est allé, même si sur le 5e niveau, le plus haut, tout le public adorait l'opéra. Ouais. Il ne fallait pas être éduqué pour adorer. Et c'était avec la une culture sacoche pleine de populaire. tomates, Oui. chacun Oui. revenant de n'importe quel strate de Absolument. social avait ses tomates dans la oui, sacoche non. pour lancer critiquer. les- Et tout le monde Au cas avait de leur au cas de avis besoin. sur... Ouais. Oui, tout le monde. On oublie trop souvent que c'est ça, l'opéra, la musique classique, Oui, c'était pour- la musique populaire du temps. Exactement, exactement. Ouais. Oui. Alors ça, c'est intéressant. Et puis, bon, Cyril Saloff, vous êtes, vous avez gagné d'abord un concours à Montréal et c'est en 2004. 4. Et c'est en ça? 2014, j'ai gagné le même concours à 2 reprises. C'est Un fou, peu hein? comme Romain Gary avec son prix Goncourt. Et puis là, vous avez décidé... Mais j'ai pas triché. Vous n'avez pas triché, donc. De quel concours? Le CMIM, Concours musical Musical. international de Et Montréal. voilà. OK, merci beaucoup. Ouais. Alors, donc, c'est ça, vous êtes... et puis là, vous avez décidé de vous établir ici. Vous êtes d'origine ukrainienne. Alors, bon, c'est sûr que là, on imagine bien que vous êtes vous-même dans un... En fait, je suppose que c'est quelque chose qui vous touche grandement. Vous avez de la famille encore là-bas? J'ai de la parenté. Heureusement que ma petite famille, Ouais. ils sont nés ici à Montréal. J'ai fêté 20 ans à Montréal. Ça fait 2 mois. Wow. Avec la réédition du même concours, évidemment, parce que Ouais. j'ai mis une coche dans ma bio que voilà, c'est ça, ma date d'arrivée au Canada. C'est le concours en 2004. Moitié de ma vie, donc, s'est déroulée ici. Oui, c'est ça. Donc, alors, vous avez toujours été très sollicité. Et puis, je pense même, bon, il y a le film Coda. Vous avez interprété, bien sûr, ce film qui est sorti. J'ai eu un caméo et j'ai fait la trame sonore. J'ai Ouais. enregistré la trame sonore au piano. Exactement. Pour Vous avez ce fait film. toute la musique du film. Et puis, Ouais. c'est justement l'histoire d'un pianiste là, qui a le trac. Alors, c'est quelque chose que vous devez éprouver vous-même, Qui est les deux, à la fois omniprésent, comme ouais, chanteuse et comme... On va pas être coquet. comme pianiste. On a tous des Ah ouais. éléments d'adrénaline qui dévorent des fois. Ouais, ouais. Et ça, c'est aussi un autre grand mystère. Il n'y a pas de remède ni recette magique pour combattre ça. C'est quelque Ouais. chose qui nous contrôle, qui dit qu'il faut toujours être soi-même, peu importe. Il faut des fois des fois on tombe, il faut se remettre, se relever. se relever. Et puis, alors, finalement, on est des humains. Et c'est ça c'est intéressant d'aller à votre rencontre aussi parce que ça démystifie plein de choses quand on a le temps là, de parler un peu plus en profondeur avec des gens comme vous qui finalement, oui, donnaient l'impression d'être de grands artistes, mais finalement, il y a quand même tout un travail derrière, mais il y a le Ah côté là là. humain qui est important. Oui, on travaille comme des fous. Et puis, tout le monde me demande, mais qu'est-ce que vous faites pour être chanteuse? Mais je bois pas. Il faut dormir. Il faut faire l'exercice physique. Hein, être chanteuse, j'imagine que pour Cyril, c'est la même. Il faut être en bonne forme. J'aurais la question de ne pas boire. Moi, je peux pas parce que ça gonfle les corps. Ah ouais. Oui, il faut pas manger certaines choses. Il faut vraiment, c'est d'être un athlète. Hein. En quelque sorte, tout à fait, oui. Et puis Alors- de plus qu'on âge, c'est pire. C'est de pire en pire. Et moi, au piano, bien que j'ai le droit de boire l'alcool, je me laisse inspirer grandement par la voix parce que tout ce qu'on fait, surtout dans le romantisme, c'est inspiré par la voix humaine. La voix humaine, c'est notre plus grand complice Ouais. au pianiste parce que l'instrument est tellement mécanique. C'est un instrument tellement mécanique. Mais les On a doigts besoin aussi, des... si tu les laisses inflammer, c'est la même chose, non? On Oui. doit vraiment, vraiment Ouais. se faire inspirer par le plus grand des instruments, la voix. Ouais. Oui, c'est ça. Enfin, c'est intéressant de vous entendre. Et puis, alors, bon, on va parler quand même de ce 15e anniversaire là, du Festival d'opéra de Saint-Eustache. C'est Léla Marie Chalfoun qui en est la présidente fondatrice. Et puis, vous avez toujours, vous, Sharon, fait partie un peu de ce festival Oui, d'opéra. j'adore Léla. Elle est Ouais. magnifique. C'est une femme de grand cœur.
de grande inspiration. C'était toujours son inspiration, cet festival. Ouais. Et puis, elle a reçu réussi. des distinctions, vous aussi, bien sûr. Et puis, alors là, ça se déroule, en fait, en fin de semaine. Donc, ça commence vendredi. Et puis, le 12. Entre le 12 et le 14, est-ce que le samedi, qu'est-ce qu'on a comme... est-ce que c'est vraiment les 2 journées? C'est la récréation. C'est la récréation, hein, c'est ça, exactement. Donc, et ça va se passer le 14. Nathalie, là, des concerts en plein air, c'est fantastique. Et puis, effectivement, ce serait... on peut aller pique-niquer à Saint-Eustache, dans le vieux Saint-Eustache. En fait, c'était la promenade Paul Sauvé. C'est un endroit féerique, effectivement. Puis, on arrive avant. C'est à 14 heures, le concert en plein air. Mais le 12, c'est ça. Vous êtes... Sharon, vous avez dit que vous étiez le concert du 12. Du 12, et puis c'est dans la petite église, et c'est le soir. C'est le soir C'est à et dans la 8 heures. petite église. Ça aussi, C'est ça. ça a beaucoup de cachets. Oh, c'est beau. C'est C'est tellement beau, hein? beau, cette petite église. Et puis, les acoustiques sont magnifiques. Et puis, je pense qu'il faut venir parce que... Mais on est presque plein, hein? Il faut faire non, faire heureusement. les liens. Ouais. Et puis, évidemment, vous, qu'est-ce que vous allez interpréter? Nous allons faire Moi, je vais Vous chanter allez- les 2 chansons de Frank Wildhorn qui Oui, sont sur comme la vous prochaine disiez tantôt. album qui va sortir, je pense que en janvier l'année prochaine. Et puis, la chanson de Tchaïkovski que nous allons faire. Et Sari, qu'est-ce que tu vas faire? Et nous, on fait avec mon collègue Jean-Philippe Sylvestre, on Jean-Philippe, fait la oui, suite ouais. brésilienne d'Antonio Santana, le compositeur brésilien, Exact. versaillais. Et, C'est pas une pièce facile, hein? C'est Non, une non, pièce jamais. qui demande une Mais- grande virtuosité. Oui, oui, mais c'est beau. Oui, la virtuosité infernale. Vraiment. Ouais. Et par la suite, je vais interpréter la sonate de Brahms numéro 1 avec le violoncelliste d'exception, Thomas Chartrey. Exact. Une œuvre très, très profonde qui va servir d'un très, très grand, intense contraste aux œuvres plus flashy que Sharon et moi et Jean-Philippe et moi allons interpréter. Wow, c'est beau. Ouais. Ah là là. Tu sais que c'est des Alors, occasions aussi spéciales hein, pour faire connaître à nos enfants ou à nos jeunes adultes l'opéra, la musique classique. Je trouve que ça vaut la peine de dire à nos jeunes, hey, on y va ensemble, viens Ah écouter. oui. Faut apprendre à nos jeunes à écouter ce style de musique. Absolu- Ce que absolument. les gens font de moins en moins, mais selon moi, il faut ouvrir nos jeunes à cette culture. Oui, parce que c'est... En fait, hier, justement, on parlait de musique avec quand même un grand chercheur là, qui s'intéresse à la musique, et les effets sur le cerveau, l'apprentissage Ah oui. par la musique. Et vous, Madame Sharon Azrieli, vous avez votre fondation. D'ailleurs, vous êtes un peu aussi touchée un peu par la santé mentale, notamment à la fondation. Alors, c'est des choses qui vous touchent. Alors, c'est quand même, ici même à Canal M, c'est Oui, notre c'est vrai. mission Mais mon de... père m'a amené, je pense que j'avais que 4 ans la première fois qu'il m'a amené à voir la grande danseuse Maya Plisetskaya. Quelque chose comme ça, je me rappelle même. C'est exactement le bon nom. Et, oui. Et puis, je vais jamais oublier ça. Elle était comme un oiseau, elle dansait, et c'était incroyable. Je vais jamais oublier On est ça. comme une éponge quand on est jeune, finalement. Alors, Mais on se souvient nous a longtemps. toujours amenés vers le ballet, vers l'opéra, même si c'était l'opérette quand j'étais plus jeune. Puis c'est vrai, et on sait déjà l'influence que la musique, le ballet, le symphonie peut avoir pour les jeunes. C'est tellement important. Ouais. Et dans la fondation, moi, je suis plutôt impliquée pour la musique et l'art et tout. Et absolument, c'est tellement important. On a fait beaucoup pour l'éducation des jeunes et pour la musique et l'art. Et c'est tellement important. Oui, c'est tellement important. Et puis d'ailleurs, en fait, on pense, même dans les écoles, on dit toujours que la musique est de moins en moins présente. C'est un peu triste. C'est terrible, terrible. Ouais. Et au Ça dépend contraire- comment on classifie. Si on comptabilise les écouteurs, ce qui vient dans les écouteurs des enfants, oui. c'est en croissance constante. Et au contraire, on ne peut pas, on peut pas dire l'importance que la musique peut avoir pour la maths, par exemple. Beethoven, Mozart et tout ça, ça a une importance incroyable pour la pensée des enfants. On sait déjà, même quand on est enceinte, on Oui. peut mettre la musique pour Tout à pour le fait. Et bébé puis on qui- sent que l'enfant a Oui, on déjà sait. réagi, c'est vrai.
Tout à fait. On a expérimenté. On sait que ça... Mais comme il y en a moins dans les écoles, comme je dis, c'est la responsabilité maintenant des parents de transmettre cette passion-là et de leur faire écouter tout style de musique. Absolument. Ouais. Alors donc, évidemment, dans ce festival, on aura d'autres grands noms, Chantal Lambert, on aura des Hugues Saint-Gelais, des Odette Beaupré, enfin, il y en a plein. Il y a vous, Cyril Saloff, Jean-Philippe Sylvestre, on a parlé évidemment de Thomas Chartré, violoncelliste. Alors, il y en a bien d'autres. Alors, je vous invite à aller sur le site, bien sûr, de ce 15e festival d'opéra de Saint-Eustache. Alors, le 12, là, c'est dans la petite église. Alors vraiment, c'est un endroit à découvrir absolument charmant. Et puis, avec vous qui serez Cyril Saloff, avec Sharon. Et puis également, le 14, ce sera en plein air. Vous arrivez à 14 heures, mais avant aussi pour le pique-nique, là. Et puis avec les enfants, avec la famille. Avec la famille. Et oui, puis il fera beau. Et Et puis là, ce sera autre... il y a le chœur aussi qui va être présent, le chœur du Festival d'opéra de Saint-Eustache. Alors, ça fait bien du monde et un beau festival à redécouvrir à chaque année. Merci infiniment d'être venu nous en parler. Ça a été un bonheur. C'était un plaisir. Oui, merci ça a été un beaucoup. plaisir. Merci tellement pour nous accueillir. Au revoir. Merci. На горі Тополька стояла, ой, на горі Тополька стояла. Всі на ній вітроньки вітроньки віяли. Лише єдин буйнесенький повіяв, лише єдин буйнесенький повіяв. Полоньки листенько розвіяв, сто полоньки листенько розвіяв. Ой, була в батенька доненька, ой, була в батенька доненька. Всі на ню молодці, Eh bien, c'est la suite de Aime l'été. On va peut-être déborder dans notre deuxième moitié d'heure tantôt parce qu'on reçoit Christian Baronnet, qui est entrepreneur, mais qui est surtout un passionné des arts martiaux. Alors, on passe de l'opéra aux arts martiaux. Bonjour! Bonjour, madame. Eh bien oui, alors là, vous, c'est autre chose, vraiment. On tombe, mais c'est vraiment fort intéressant parce qu'on va parler de votre parcours, là, rapidement. Vous étiez un passionné d'arts martiaux à la base et vous vous êtes toujours entraîné, tout ça. Et à un moment donné, vous avez décidé, d'avoir votre propre petit lieu d'entraînement chez vous, tout ça. Et puis, tranquillement, c'est-à-dire que les gens se sont mis à frapper à votre porte pour voir si, vous donniez pas des cours. Oui, puis j'aimerais juste rectifier une chose, c'est que je suis éducateur spécialisé.
Oui, professeur j'allais y d'arts venir. martiaux. Oui, tout à fait. OK. Puis entraîneur de conditionnement physique, puis aussi entrepreneur. Puis effectivement, les gens sont venus à un moment donné cogner à ma porte pour avoir des services d'entraînement. Puis je leur disais que j'offrais pas de service d'entraînement, c'était simplement chez moi. Puis à un moment donné, ben, j'ai décidé d'en offrir. Ce qui est particulier, c'est qu'en fait, bon, il y a des gens. Ben, à la base, vous avez un TDAH, hein, vous êtes, bon, vous avez décidé de, vous êtes vous-même un peu neuroatypique jusqu'à un certain point, là, puis, ben, c'est-à-dire que vous avez ouvert vos cours, justement, à des gens plutôt neuroatypiques. C'est qu'en fait, les arts martiaux, ce que ça fait, c'est que ça nous aide beaucoup, beaucoup à se concentrer. Oui, oui, en grande partie. Puis mon centre est ouvert, il est vraiment inclusif. Donc, autant je vais permettre aux gens neuroatypiques de venir s'entraîner chez moi, de bénéficier des bienfaits, et aux gens neurotypiques également. Donc, Oui, ceux c'est qui ouvert n'ont à tout pas le de- monde, donc c'est inclusif, effectivement. Parce que c'est Ouais. ça. Donc, on sait que la pratique des arts martiaux, c'est ça. C'est un outil pour acquérir à la fois de la discipline, développer sa concentration. C'est ce qu'on retrouve souvent chez les jeunes, là, bien sûr, qui parfois, ben, on retrouve souvent ce problème-là. D'ailleurs, bon, chez les jeunes, on sait, dans les écoles, bon, là, évidemment, on dit toujours que les jeunes bougent de moins en moins. Ben, c'est ça qui fait que aussi, ça crée des problèmes. Mais là, justement, avec la pratique d'arts martiaux, on arrive un petit peu à canaliser cette énergie-là et donner le focus en même temps qui va aider justement les activités par la suite au niveau scolaire, par exemple, la réussite scolaire. Ben, en fait, oui, la concentration, aussi la confiance en soi, l'estime de soi, Oui, c'est puis important. le développement moteur également, parce qu'on sait que les gens, souvent, qui ont un trouble du spectre de l'autisme, peuvent avoir des problèmes au niveau de la motricité, puis toutes sortes d'habiletés. Donc, les arts martiaux, comme le conditionnement physique ou encore les parcours psychomoteurs, deviennent un prétexte d'intervention. Donc, c'est ça. Alors, pour les jeunes et pour tout le monde, vous avez même vous avez eu une dame de 104 ans qui était, en fait, bon, qui était un petit peu supportée par les gens dans la classe, qui en avait à peu près 80. Très drôle, ça, comme anecdote. Oui, donc elle devait s'approcher au moins à, je sais pas, quelques pouces de mon visage pour me voir, mais elle était assez lucide. Oui, c'est ça. À partir de quel âge les gens vont chez vous pour s'entraîner? Ben, honnêtement, je mets pas d'âge. OK, Je mets OK. pas d'âge, mais j'ai déjà eu un jeune qui avait 6 mois, puis j'ai dit à la mère, ben écoutez, je pense qu'on va attendre au moins 1 an. Ah bon, 6 mois? oui, là, il y a toujours bien des limites. Là, on va juste ben, se retrouver après la pause. On fait une petite pause, là, puis on va juste... bon, j'avais autre chose à vous demander, alors on va rester un petit peu, puis on se retrouve après la pause. D'accord? D'accord. Vous écoutez Aime l'été. Et déjà, deuxième moitié d'heure, ben, on continue juste avec Christian Baronnet de Ascension Fitness, hein, faut le dire, là, c'est votre entreprise. Alors, rebonjour. Et puis, on parle d'arts martiaux inclusifs. Alors, vous avez vous-même un gym que vous voulez agrandir aussi, ou est-ce que c'est fait, là, l'agrandissement? C'est fait. Ah, En c'est fait, il fait. reste quelques rénovations à faire dans l'autre local, mais le local est loué, puis ça s'en vient, là. Je travaille fort. Oui, ben c'est ça. Puis vous voulez l'ouvrir aussi, ça va être un plus grand espace. Donc, vous allez pouvoir à la fois faire des arts martiaux, mais je pense que vous avez d'autres idées par rapport à ce local-là. Oui, j'ai d'autres idées. Et avant d'en parler, j'aimerais souligner quelque chose. J'ai dernièrement engagé 2 collègues de travail qui étaient des clients chez Ah, ben Ascension c'est très Fitness. drôle. Donc, une étudiante en psychologie et un technicien en travail social. D'accord. Donc, il y en a une qui est spécialisée plus, je pense, dans le développement psycho-affectif. OK. Puis l'autre, non, c'est l'autre qui est dans le développement psycho-affectif.
Puis celle qui étudie en psychologie, ben, c'est vraiment Ouais. des études en lien avec... Il y a ma collègue son domaine Nathalie de- qui a une question pour très vous. varié. Donc, ces deux personnes-là sont présentes lorsque les gens viennent s'entraîner? Est-ce qu'ils sont là, elles sont là, ces personnes-là, pour aider les gens qui s'entraînent? Oui, absolument. Puis en ce OK. moment, bon, ils sont encore en formation, OK. mais éventuellement, je vais les laisser seuls avec leurs participants. C'est ça, parce que aussi, ça vous permet d'offrir d'autres genres de services. Alors, très intéressant. Alors, comme on disait, c'est un peu les gens qui vous ont, qui sont allés vers vous là pour vraiment bâtir cette entreprise. Et puis, bon, alors évidemment, quand vous recevez, il faut le dire aussi pour les parents qui seraient intéressés. Pour les parents, bien sûr que quand ce sont des mineurs, là, il y a toujours présence des parents parce qu'en même temps, ça permet une autre, ça permet de continuer à la maison finalement, de poursuivre à la maison en même temps. Effectivement, le fait que le parent soit témoin de mes interventions, ça fait en sorte qu'il peut s'en inspirer et reproduire le même type d'intervention à la maison, ce qui favorise une généralisation des acquis dans d'autres environnements. Exactement, parce que là, on parle d'arts martiaux, mais en fait, ce ne sont pas des cours typiques nécessairement, parce que quand on parle d'une clientèle neuroatypique, là, c'est vraiment adapté aussi à la personne, donc les exercices vont être adaptés. Alors, ça peut être très différent d'une personne à l'autre. C'est vraiment des outils que vous allez mettre entre les mains des gens, et puis après ça, bien, effectivement, comme on dit, on peut continuer à la maison. Alors, c'est ça, c'est pas un cours traditionnel, il ne faut pas s'attendre à ça du tout. Non, c'est des mouvements d'arts martiaux qui sont sélectionnés en fonction de la capacité du jeune. Puis ça peut être toutes sortes, comme j'ai mentionné tantôt, c'est un prétexte d'intervention. Donc si j'ai un jeune, par exemple, qui lui a vraiment de la difficulté lorsqu'il ne réussit pas quelque chose, ben le fait de lui faire des arts martiaux, ça le confronte certainement à un apprentissage. Puis vous savez qu'apprendre, ben ça implique des échecs. Et là, à partir du moment où il y a des échecs, je peux voir sa réaction et réagir en conséquence, intervenir. Alors, c'est ça. Vous avez développé toute une expertise et vous-même, ayant quand même un TDAH, vous êtes en mesure de bien comprendre. Alors, écoutez, Ascension Fitness, vous êtes où exactement? Au 233 rue Saint-Laurent, Trois-Rivières, Cap-de-la-Madeleine. Puis, est-ce qu'on a le temps? J'aurais aimé me mentionner une dernière question que vous m'avez demandé tantôt. Oui. Bon, quand on parlait d'agrandissement là, du local, bien, mon but éventuellement, c'est d'avoir plusieurs autres collègues de travail qui ont des compétences que je n'ai pas. Par exemple, ça peut être le même type d'intervention, mais par l'intermédiaire de l'art ou la musique. Oui, je comprends. Alors, c'est ça, d'autres spécialités, alors d'autres avenues, d'autres moyens, en fait, de préparer les jeunes et les moins jeunes, finalement, évidemment, à s'ouvrir. D'ailleurs, vous l'avez dit vous-même, confiance en soi, plein de choses très intéressantes. Écoutez, ça a été un plaisir de vous accueillir, Christian Baronnet. Continuez votre beau travail. Ascension Fitness, on a tous les détails sur le site Internet. Merci beaucoup, réciproquement. Au revoir et bonne journée à vous. Au plaisir. Ce piano de Chopin, la ballade numéro 4 en fa mineur, c'était joué par M. Saloff. Et oui, qu'on accueillait un peu plus tôt dans l'émission. Et là, cette fois, on reçoit Éliane Gagnon, qui est une comédienne bien connue, finalement, qui a joué dans l'émission Ramdam, entre autres, pour ceux qui ont écouté l'émission en question, et qui a joué un peu partout, là, finalement. On l'a vu dans District 31, Stat, enfin, Mémoire vive, etc. Bonjour, Éliane. Confidentiel. Oui, bonjour. Je pense qu'elle est... Éliane? je pense qu'elle parle à quelqu'un d'autre. Ah,
Bonjour. Non, je suis là. Ah, parfait. Bon, Eliane, on est en onde pour parler à la fois de ton parcours et puis aussi de parler d'une auberge bien particulière en fait, que tu as achetée à Sainte-Adèle. Mais j'ai aussi Nathalie qui est avec moi, Nathalie Barrette, qui te connaît bien aussi. Alors, je pense que... Bon, et puis, écoute, on va parler de Station Suburlab. C'est comme ça qu'on dit ça. Exactement comme ça. Bon, alors, tu as finalement décidé d'acheter ce bel endroit. C'est un immeuble centenaire, quand même, il faut le dire, à Sainte-Adèle. C'est en fait l'auberge, elle est située au kilomètre 33 du Petit Train du Nord. Alors, quand même facile à trouver. Et puis, cette auberge a la particularité d'avoir une vocation sociale et puis a pour mission, en fait, la découverte et le maintien de la sobriété. Et on parle de sobriété, évidemment, on parle d'alcool, enfin, de consommation et tout, mais on parle aussi de permettre aux gens aussi d'un peu ralentir dans tous nos excès de vie. Absolument, exactement. C'est très bien dit. C'est exactement ça. Parle-nous donc de Suburlab. Qu'est-ce que tu y fais, toi, Eliane? Qu'est-ce que je fais dans le sens où on est à l'auberge puis on accueille ces personnes-là pour maintenir leur sobriété après les épreuves de la dépendance. On fait des ateliers, on a une programmation d'activités, des réunions de différentes fraternités anonymes. On a des activités en virtuel aussi qui s'appellent le Cœur de Suburlab, qu'on fait un groupe de discussion entourant différentes thématiques, mais pour encore une fois, la découverte ou le maintien de la sobriété. Donc, tout est pas mal enligné dans cette direction-là. Puis, la station Suburlab de Sainte-Adèle peut accueillir jusqu'à 25 personnes en séjour court, moyen ou long terme. Puis, on a des différents événements là, dans des festivals où on se promène avec notre station Suburlab pour faire de la vente de sans-alcool puis de nos produits, là. Ouais. Et puis, bon, c'est pas à ce qu'on... Enfin, c'est pas à toute fin pratique, là, un centre de désintoxication, pas du tout, là. C'est pas ça. Non. C'est vraiment quand les gens ont fait, d'ailleurs, eux-mêmes leur démarche, ou enfin, c'est par la suite, là, puis on a envie de se déposer à un endroit, on a envie c'est ça, d'être en vacances aussi, ça peut être ça, parce que c'est tout un... En fait, c'est intéressant parce que je voyais qu'il y avait quand même des gens qui voyageaient partout dans le monde et qui recherchaient des endroits où, justement, ils n'étaient pas exposés à l'alcool. Et puis, il y a même des communautés Facebook là, de gens qui rencontrent des globetrotters là, à travers le monde, justement, qui visent aussi la sobriété parce qu'on pense à des gens qui ont des dépendances, à la fois à la drogue, à l'alcool et tout. Et puis, qui voyagent, c'est peut-être bien de se déposer dans un endroit où tu n'as pas d'alcool autour de toi. Oui, ça pleut pas, ça court pas les rues, effectivement, dans notre société, on est pas mal tout le temps exposé à la consommation. Fait que c'était ça l'idée aussi d'avoir un lieu sécuritaire pour pouvoir, comme vous avez dit, se déposer, juste prendre le temps, tu sais, de lire, de prendre soin de soi, de faire pour certains aussi, ça peut être une façon de... Tu sais, les gens consomment la fin de semaine, par exemple. Quelqu'un qui n'a pas de symptômes de sevrage d'alcool pourrait venir passer 3 jours dans le but de ne pas consommer pour un week-end. Mais c'est sûr qu'on n'est pas équipé pour faire des sevrages. Là. On n'a pas ça. Non, c'est ça. Il n'y a pas ce suivi. C'est pas un suivi médical ou autre. Ben non, c'est sûr. Mais parce qu'en fait, on est très sollicité et puis c'est très valorisé. D'ailleurs, étonnamment, la consommation d'alcool n'a pas nécessairement ralenti tout à fait, je pense, même dans les dernières années. Là. Non, pas du tout. Je pense qu'avec la pandémie, ça a augmenté. Puis il y en a de plus en plus. Il y a beaucoup de gens qui sont de plus en plus conscients des effets néfastes de l'alcool puis qui n'ont pas le goût d'en consommer. Les jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui consomment de moins en moins, là, étonnamment. Mais quand même, on a une population de 17% de gens qui ne consomment pas. Ça veut dire qu'il y a un 85 qui consomment. C'est ça. Un 83, pardon. Ouais, tu sais, Eliane, qu'il y a une nouvelle tendance voyage maintenant qui s'appelle le tourisme de sobriété. Il y a de plus en plus de jeunes qui voyagent à travers le monde. Il y a des resorts maintenant qui offrent ça. Alors, tu es vraiment de ton temps, toi, avec Suburlab. Oui, parce que quand même, ça fait un certain... ça fait depuis combien de temps que ça existe, là, à Sainte-Adèle? À Sainte-Adèle, ça fait genre 1 an, mais Suburlab existe depuis 7 ans. Donc, on était avant-gardiste il y a 7 ans. Oui. Mais l'auberge, en tant que telle, c'est vraiment depuis juste 1 an. Oui.
Veux-tu nous parler, parce que les jeunes qui vivent là, toi, tu les rencontres, tu jases avec eux, et là, tu as comme projet d'avoir un studio de musique, un studio d'enregistrement plutôt. Oui, exact. Dans le fond, on a comme une grange à côté de l'auberge. Puis l'objectif avec SoberLab, ben ça le dit, hein, c'est un laboratoire de sobriété. On veut encourager les gens à se tourner vers leur passion, vers leurs rêves, puis se rebâtir une belle vie. Se bâtir ou se rebâtir une belle vie, dépendamment de leur histoire. Puis on a pensé faire un studio créatif dans la grange pour pouvoir créer du contenu inspirant pour les jeunes, pour sensibilisation, prévention, mais surtout pour que nos résidents puissent avoir des projets, qui puissent se pencher sur quelque chose qui les motive. Donc là, on va lancer une campagne de sociofinancement avec La Ruche. On va lever 60 000 $ et on a été accepté pour que le secrétariat pour la jeunesse double notre objectif. Fait qu'il faut lever 60, mais on va avoir 120. Pour construire le studio. Oui, construire le studio, créer du contenu, ça ne va pas juste être la construction. Là. Ouais. C'est sûr qu'on va garder des budgets pour créer le fameux contenu en question, là, des podcasts, des tables rondes, plein d'affaires. Oui, parce que, bon, il faut le dire, bon, comédienne, mais à la fois, évidemment, talent d'écriture, bon, t'as réalisé aussi des courts-métrages. Alors, évidemment, tout ton talent, ben aussi, c'est de ça. Tu veux mettre ça à profit en même temps et puis donner le goût. Ça, l'art, ça... en fait, tu sais, il y a la religion puis il y a l'art, mais tu sais, ça peut être le fun d'aller vers l'art, justement, pour perdre nos dépendances. Absolument. Ça peut être une bonne voie. Bonne façon. Oui, en fait, c'est qu'on veut vraiment que la créativité, l'art devienne un outil de rétablissement, mais on veut pas faire peur au monde. T'es pas obligé d'être créatif pour venir chez SoberLab. Souvent, les gens ont peur. Les artistes, on a peur de plus être créatifs parce qu'on arrête de consommer. Puis ceux qui sont pas créatifs, qui pensent qu'ils sont pas créatifs, ils se disent, c'est pas pour moi parce que je suis pas créatif. Mais c'est, on est tous créatifs, là, dans le fin fond du fond. On a tous la capacité un petit quelque chose, oui. Oui, exact. On a toute cette capacité-là. Mais bref, ça pour dire que oui, la création, la créativité, les échanges, les connexions humaines, je pense que c'est ça fait partie de la solution pour être heureux à jeun. Puis c'est vraiment ça qu'on veut promouvoir chez SoberLab, la possibilité d'être bien à jeun après les épreuves ou avant qu'il y ait des épreuves, parce que on peut agir en prévention aussi, là, d'une certaine manière chez SoberLab. Pas juste après que les dommages aient été causés, là. Pour les gens, Eliane, qui ne te connaissent pas, quand tu parles d'épreuves, toi, tu en as connu des épreuves, là. Tu parles en pays de connaissance. Tu sais de quoi tu parles. Oui. Disons que je me suis pas mal autodétruite dans la consommation abusive de substances. Ouais. Je me suis créée moi-même des épreuves. C'est ça, un parcours d'excès. On peut le dire comme ça. D'abus, oui, exactement, puis de quête de reconnaissance et de reconnaissance maladive, là, tu sais, vouloir être la meilleure à tout prix, la meilleure, la ci, la ça, mais surtout aimer et c'est ça, mais je m'aimais pas moi-même, donc j'étais dans l'autodestruction, tu sais. Je le mentionne parce que les gens qui vont à l'auberge, je trouve ça important de savoir que tu as vécu la même chose qu'eux. Oui. Tu sais, des fois, quand tu vas quelque part puis que tu sais que la personne a vécu la même chose, tu es capable de te confier, tu sais que tu peux lui faire confiance. Alors, je trouvais ça important de le mentionner, que tu as eu des moments difficiles dans ta vie puis que tu t'en es sorti haut la main. Ouais. Ouais. D'ailleurs, on peut t'entendre, tu animes un balado aussi, il faut le dire, là, donc ça se retrouve facilement. Donc, si on va sur Internet, on va retrouver ça, puis en même temps... Le titre du balado, c'est Puis après. Puis après, exact. C'est un podcast sur la résilience. Dans le fond, c'est comme devenu mon sujet de prédilection. Là. Je crois vraiment fort au potentiel des êtres humains de pouvoir se relever puis de transformer leur vie. Puis c'est comme ma mission d'inspirer ça. C'est ça, parce que puis les dépendances, ça peut être l'alcool, les drogues, on le sait, mais ça peut être aussi le travail, le sexe, la consommation en général, la pornographie, enfin, il y a plein de choses finalement. Donc c'est et puis là surtout qu'on dit faut ralentir un petit peu. Des fois, on a une vie trépidante et puis on se laisse emporter. Ça aussi, ça devient, on est accro à cette adrénaline-là. Oui, vraiment. C'est exactement ça. La société dans laquelle on est nous pousse à vouloir performer, à être le meilleur, à être
toujours parfait aussi, là, tu sais, c'est comme, c'est un Tout à peu fait. lourd, là. C'est ça. Donc, et puis, évidemment, la consommation, l'alcool et tout. D'ailleurs, c'est encore très valorisé. Et puis, je pense que des fois, c'est sûr qu'on veut bien encourager nos producteurs locaux. On parle des gens qui ont des micro-brasseries. Il ne faut pas tout mélanger. Il faut pas tout... c'est pas tout noir et tout blanc, bien Et sûr. tout blanc, mais mais non. alors, il y a des gens qui font des choses extraordinaires. Mais c'est vrai qu'on a toutes sortes d'occasions de consommer de l'alcool, hein, que ce soit on va encourager nos micro-brasseries, on va encourager nos producteurs de vins locaux. Enfin, bref, tu sais, ça peut être ça aussi. Absolument, mais c'est ça, puis pas tout le monde est pris avec on va dire, l'alcoolisme. C'est juste, moi je le dis souvent, c'est pourquoi on consomme, tu sais, de se ramener à c'est quoi la raison, pourquoi on décide de consommer. De un, c'est-tu pour geler quelque chose, y a de l'anxiété, y a-tu un mal-être? Exact. Puis après ça, d'être capable de voir si on est capable de se retenir, d'arrêter, de faire des petites cures, etc. Puis sinon, c'est sûr qu'il y a toujours une bonne occasion de consommer. La pluie, le beau temps. Oui, tout à fait. Ça manque pas les occasions de consommer. Exact. Mais enfin, alors à Sainte-Adèle, il y a un endroit justement bienveillant au cœur des Laurentides, alors où on peut justement être dans la sobriété et finalement découvrir aussi une belle communauté, un programme d'activités intéressant. Alors c'est SoberLab Station et puis on va sur le site Internet. Quel est ton site Internet, Eliane? C'est le soberlab.ca. soberlab.ca/séjour pour ceux qui veulent venir faire un séjour. Alors, c'est ça. Donc, pas d'obligation et c'est pas un centre de cure, là, pas du tout. C'est vraiment un bel endroit pour se déposer. Et d'ailleurs, c'est un très bel endroit, une belle maison. Oui, Merci vraiment. beaucoup. Merci beaucoup, Eliane. Eliane. Au revoir. Bye, bonne journée. Bonne Bye. journée. Ah ben là, on parle de, bien sûr, Aime l'été. On continue on continue avec Christophe Auger, qui est pharmacien. Et puis, parlant d'été, on parle de moustiques. Bonjour.
Bonjour. Alors là, évidemment, on parle de moustiques et des moyens, finalement, de se protéger des moustiques, mais aussi des piqûres et tout. Et puis, on pense bien sûr à la maladie de Lyme, là, qui est vraiment très importante, très répandue, là, autour. Ben, c'est pas la maladie de Lyme qui est répandue, mais les tiques sont très répandues. Oui. Ouais. Alors, c'est ça. Donc, dans la plupart de nos régions, là, même, on disait toujours que c'était soit dans le Maine, aux États-Unis, parfois. Mais là, maintenant, c'est rendu chez nous, dans les cantons de l'Est. Mais partout, là, il peut y en avoir dans ma cour, même. Oui, absolument. En fait, oui, je vous dirais, il y a une dizaine d'années, on considérait que c'était uniquement aux États-Unis, mais depuis 5-6 ans, c'est bien clair que la tique est implantée au Québec et assez largement dans toutes les régions du sud du Québec, notamment dans ma région en Estrie. C'est ça, particulièrement, oui, effectivement. Oui, il y a des gens qui disent qu'ils envoient pratiquement tous les jours, là. Et puis, bien sûr qu'il y a les animaux de compagnie aussi qui en transportent sur eux et qui communiquent les tiques, en fait, aux humains, forcément. Ben, la communication la tique, généralement, quand elle a trouvé un hôte pour manger, elle va rester sur celui qu'elle a trouvé. Elle va pas voyager. La tique est paresseuse? Ben, elle est pas forcément paresseuse, mais elle est pas très sélective. C'est-à-dire que si elle a trouvé quelqu'un pour manger, elle va rester dessus. Puis, par rapport à la protection, là, il faut bien comprendre que, par contre, elle va aller se placer au bon endroit sur l'individu qu'elle a trouvé. Donc, même si c'est généralement au niveau des jambes qu'on va rentrer en contact avec une plante qui va transporter une tique. La tique, elle a des pattes, elle saute pas, elle vole pas, mais elle marche bien. Donc, elle va aller se placer dans d'autres endroits. Elle aime beaucoup être au niveau derrière les oreilles, par exemple, ou dans la nuque. Donc, c'est des endroits privilégiés pour elle. Mais comme prévention, ça devient difficile. Quand on nous dit, mettez des pantalons longs, des chaussettes, mais là, quand on parle derrière l'oreille, dans le cou, on fait quoi pour prévenir? Oui, en fait, l'essentiel, c'est de pas être en contact, mais avant, on parlait beaucoup de attention aux autres herbes si vous allez en forêt. Mais on s'est aperçu que, comme vous l'avez dit un petit peu plus tôt, maintenant, on en trouve aussi dans notre jardin. Faut pas. Donc, la seule prévention il y en a 2 préventions. La première, c'est d'utiliser des produits comme contre les moustiques. C'est les mêmes produits, du DIT ou de l'icaridine. On sait que ça fonctionne, mais comme pour les moustiques, c'est pas du 100%. Et puis ensuite, après avoir passé du temps en extérieur, c'est de se vérifier. Donc, vérifier qu'on n'a pas une petite tique d'accrocher quelque part. Ben, c'est ça. Alors, évidemment, puis il y a une façon aussi quand vous réalisez qu'il y a une tique sur vous, il y a une façon de l'enlever, là, parce qu'au fond, elle est en partie dans votre peau, et puis là, elle se régale, mais si vous l'enlevez, c'est pas, elle peut quand même vous communiquer la maladie. Oui, il faut faire attention, notamment à ce qu'on voit sur Internet. Faut toujours avoir un œil un petit peu alerte pour ces choses-là. Il y a beaucoup de choses qui circulent, mais il y a pas, c'est pas des bonnes façons. La brûler, lui mettre des huiles essentielles, on fait pas ça. Du jus de citron, n'importe quoi, parce que ça stresse l'animal. Puis là, on a plus de risques qu'elle régurgite, donc qu'elle transmette la maladie. Donc la bonne façon, c'est avec on en a 2 surtout, d'utiliser une pince à embout fin et d'attraper la petite partie dure qui est contre la peau, qui sont finalement les pièces buccales de l'animal, et puis de tirer dessus fermement pour la retirer. Ou alors on peut utiliser, ce qui est beaucoup plus facile, ce qu'on appelle un tire-tique. Donc c'est comme un petit crochet qu'on passe en dessous de l'animal, on le tourne et puis ça part tout seul. C'est beaucoup plus facile. C'est ça. On a ça en pharmacie. De toute façon, la bonne chose à faire, c'est d'aller voir le pharmacien, parce que il y a des gens qui m'ont dit j'avais une tique et puis je suis allée à la pharmacie. Le pharmacien m'a indiqué qu'est-ce que je devais prendre, qu'est-ce que je devais faire exactement. Sur place, c'est encore plus facile.
Absolument, moi, j'en retire régulièrement des gens. Là, ils viennent, puis on peut expliquer aux gens comment utiliser le crochet, mais moi, j'en retire quand même assez régulièrement sur les gens aussi. Surtout que j'ai plus l'habitude qu'eux, donc Oui. c'est plus facile de leur montrer. Et puis, en plus, il y a ce qu'on appelle la prophylaxie post-exposition. Donc ça, c'est un antibiotique que vos pharmaciens peuvent vous donner si vous remplissez les critères qui correspondent à ça. C'est-à-dire si vous avez eu cette tique dans une région qui est plus à risque et si elle est restée attachée pour plus de 24 heures. Parce qu'on considère que si elle est restée attachée moins de 24 heures, le risque est à peu près nul, mais plus le temps augmente, ça c'est lié au mode d'alimentation de la tique, là. Elle peut rester accrochée pendant 6-7 jours avant de tomber. Là, elle va grossir, puis elle va commencer à avoir un cycle qui fait que là, elle peut transmettre la maladie. Ouais. Donc, on augmente le risque, mais là, on va donner un antibiotique. C'est pas la solution à tout, hein, l'antibiotique, mais ça permet de réduire les risques d'avoir à terme une maladie de Lyme. C'est ça. Là, évidemment, c'est sûr que aussi vous êtes sollicité, j'imagine, pour tout ce qui touche le soleil, les crèmes, bien entendu, les coups de chaleur aussi. C'est sûr que là, on a de grosses chaleurs en ce moment. Ouais. Alors, c'est vraiment, le pharmacien peut répondre à toutes nos questions. C'est important. Oui, la partie du coup de chaleur où le pharmacien est vraiment impliqué, c'est qu'un coup de chaleur, il y a des personnes qui sont plus à risque que d'autres et des personnes qui vont prendre certains médicaments qui vont augmenter le risque de coup de chaleur. Donc, qu'est-ce que c'est finalement le coup de chaleur? C'est que on est des mammifères, on est à sang chaud et notre température est régulée. Et dès que on augmente, ça occasionne des problèmes. On a plusieurs mécanismes pour réguler cette chaleur-là, notamment la sueur. Et puis, à un moment, on n'est plus capable. Et puis là, on va commencer à avoir des symptômes, des étourdissements, parfois des nausées, des vomissements. Là, ça, c'est vraiment le coup de chaleur qui devient important. Puis, il y a beaucoup de gens qui meurent chaque année de ça. Donc, c'est vraiment un problème qui est sérieux. Savez-vous, je vous ai appelé tantôt Christophe, mais c'est Christopher Auger. Non, c'est Christophe. C'est Christophe, OK, d'accord. Oui, c'est ma collègue qui pensait que j'avais fait une erreur. Chose certaine, écoutez, on a peut-être l'intention de vous réinviter un peu plus tard si jamais vous êtes... Je sais que vous êtes très occupé, mais enfin, on pourrait parler d'autres choses. Alors, l'émission est déjà terminée. Je suis obligée de vous dire au revoir et merci d'avoir été là. Et bonjour à tout le monde. On se retrouve demain.